Bonjour, aujourd'hui nous recevons Dominique Mendez. Soyez la bienvenue, madame. Merci. Donc nous vous recevons dans le cadre des Entretiens de la Glorieuse qui sont publiés toutes les semaines le mardi depuis plus de 5 ans. Donc on va parler syndicalisme municipal. Il y a de quoi dire. Voilà, donc vous êtes permanente du syndicat FO, mairie et CCAS, Tout à fait. 55 ans. Vous êtes à la mairie de Montpellier depuis 1988. C'est ça. AFO depuis 2005. Alors jeudi, il y a des élections professionnelles, c'est une fois tous les 4 ans, pour les organisations syndicales. Donc on vote dans les 3 fonctions publiques, la fonction d'État, la fonction territoriale et la fonction hospitalière. C'est ça. Voilà, donc on va passer sur les questions dans quelques minutes. On va commencer par le numéro 102. Je dis n'importe quoi. Dans le numéro 1012 de la Glorieuse, un bailleur sans foi ni loi. Donc la société d'aménagement, la S3M, voilà, se fait-elle du blé sur le dos des commerçants? Voilà, c'est une enquête d'Audrey Prieur. Ensuite, on revient sur le ministre Carenco. Le ministre ne sait pas calculer le prix de sa maison sur sa déclaration de patrimoine. On revient sur le RER, là, le sujet du président de la République, sujet phare du mandat. Macron-Micheline, de la fosse wagon. C'est un programme. Moi, c'est tout un programme. Mais Qui vous intéresse? oui, ça m'intéresse en tant que citoyenne, mais après, syndicalement, j'ai rien à dire sur tout ça. Bon, ensuite, un article sur l'autre ministre, là, parce qu'on distribue un peu à chacun, sur Patricia Miralles, qui fait une manifestation avec un descendant de Franco. Voilà, peut-être sûrement sans le savoir. Hein. Et ensuite, on revient sur l'histoire dramatique là, du marchand de marrons, qui a été mis à l'écart alors qu'il était là depuis 30 ans. Et donc, dans un article qui s'appelle Le marchand de marrons. Voilà, Dominique, quel est le climat social aujourd'hui à la mairie? Bah, il n'est pas super au top, hein. Il est comme la météo en ce moment. Le dialogue social est quasi inexistant depuis 2 ans et demi. C'est très très compliqué de militer et de défendre les intérêts des agents de la ville de Montpellier qui sont attaqués au quotidien par des mesures despotiques de la nouvelle gouvernance, enfin tout au moins de l'administration, puisque le plein pouvoir est donné à l'administration. Et est-ce qu'il y a, par rapport à l'ancienne mairie, qu'est-ce qui se passe? Je dirais, pour être tout à fait objective, c'est pas la comparaison avec l'ancienne mairie qu'il faut faire. C'est bien la comparaison avec toutes les gouvernances qu'on a pu connaître en 35 ans. Ça commence par Georges Frêche, qui avait un directeur de cabinet, un secrétaire général à l'époque, puisque ça s'appelait secrétaire général de qualité, et qui savait ce que c'était la cheville ouvrière, et qui savait ce que c'était que les négociations, et qui connaissait bien et instaurer un dialogue social, même si c'était tendu et qu'on n'était pas toujours là à avoir un coup, mais bien en négociation dure et forte, mais respectueuse, et connaissaient leur taf. Pour la suite, on a eu la gouvernance d'Hélène Landreau. Alors là vraiment, le dialogue social était instauré. Elle avait un directeur de cabinet, Félix Bepo et Jacques Vallée, qui étaient des hommes de qualité, dotés d'un humanisme hors du commun, ce qui a fait qu'on a pu mener des super associations qui ont fait que le dialogue social était apaisé et a conduit quand même à la déprécarisation des agents des écoles. C'est pas rien, quoi. D'accord. Et comment vous avez vu l'arrivée des amis du maire au poste clé? Je parle de Pénalva, son épouse, Benjamin Théoul. Comment tout ça a été perçu? Alors tout ça, nous personnellement et les agents, ils s'en moquent un peu, puisque tout ce qui est dans la sphère du cabinet, le maire a plein pouvoir pour choisir ses collaborateurs, même s'il y en a certains qu'on connaissait. Ceci dit, comme ils sont inexistants dans le dialogue social et qu'il n'y a pas de relais avec les organisations syndicales, c'est pas dérangeant, quoi. Et puis c'est pas leur but, ils sont là pour porter certainement les lignes politiques
du maire, hein, et pas pour négocier. Nous le problème que nous avons, c'est plus avec le directeur général des services. On va revenir. Est-ce que vous avez remarqué du clientélisme au niveau des embauches? Plus qu'avant ou moins qu'avant? Pas plus qu'avant, mais autant que toutes les gouvernances qui se sont succédées. On pensait que sur cette gouvernance-là, il n'y en aurait pas du tout. Or, oui, il y en a, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plus de 297 agents qui sont à la maison, payés, placardisés pour certains, sans restriction médicale, mais à qui on ne donne pas d'emploi parce qu'ils étaient plus ou moins proches de l'ancienne gouvernance. C'est quand même des fonctionnaires titulaires. Il y a 297 personnes qui sont payées à rien à faire. Qui sont sans emploi, ouais. Qui sont privés d'emploi. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent travailler. Mais c'est l'institution qui leur donne pas de taf et qui remplace tranquillement par d'autres agents. Donc ça veut dire double salaire qui sort. D'accord. Est-ce que... Alors on a parlé à l'époque d'Hélène Mandroux de 30% de niveau d'absentéisme à la mairie. Est-ce que ça s'améliore ce pourcentage? Eh ben, je vais vous dire en toute honnêteté, on n'en sait rien parce qu'on ne savait déjà pas si ce chiffre était réel à l'époque d'Hélène Mandroux. Il n'a pas varié d'après ce qu'on sait à l'époque de Philippe Sourel et il ne varie pas où il augmente en ce moment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est les causes et qu'est-ce qu'on y met dedans dans l'absentéisme. Si il compte les congés maternité, les congés paternité, les gens privés d'emploi, effectivement, ça va faire beaucoup. Mais ça dépend de leur calcul. Nous, on attendra, si un jour on est destinataire du rapport de la Cour des comptes, à ce moment-là, on vous dira oui, c'est vrai, on n'en sait rien. On a parlé de contestation dans les services de la ville. Est-ce que c'est le cas? Comment ça, contestation? Ouais, il y avait certains agents qui n'étaient pas contents. Mais bien sûr que les agents ne sont pas contents puisqu'on attaque la nouvelle gouvernance, les prive de pas mal d'acquis sociaux. Donc, effectivement, il y a de la pénibilité qui n'est pas reconnue, il y a de la souffrance comme jamais il y a eu. Et surtout, oui, il y a des contestations. La preuve, c'est la fuite des cadres. Parce qu'auparavant, les cadres étaient souvent virés quand il y avait une nouvelle gouvernance. Là, carrément, il y en a beaucoup qui partent et qui partent d'eux-mêmes. Ça sert à quoi de se syndiquer dans une mairie? Ça sert à défendre, déjà à pas être tout seul. Déjà à pas être tout seul, d'être accompagné. Parce qu'on accompagne syndicalement, comme on peut accompagner certains camarades en souffrance personnelle et qui ne connaissent pas leurs droits. Ça permet de connaître ses droits, d'être épaulé, de monter des dossiers, de pouvoir être pas écouté, mais bien entendu et d'être bien épaulé. Et pourquoi chez FO? C'est quoi la différence chez FO par rapport aux autres? FO, d'abord, on est un syndicat de lutte et de combat, déjà. On n'est pas des syndicats réformistes qui acceptons le tout n'importe quoi. On lâche rien. Et on est un syndicat qui met en avant l'humain. Et c'est pour ça qu'on veut dans tous nos débats que l'humain soit le centre du débat systématiquement. Et surtout, on n'est pas dans la signature... on n'est pas du tout dans la signature automatique, mais on n'est pas non plus dans l'opposition systématique. Pourquoi aucun élu n'appelle à voter pour vous? Ah ben ça c'est leur souci. Nous on n'a pas envie d'être épaulés par... on est tout à fait libre et indépendant. Donc c'est très bien si les élus politiques n'appellent pas à voter pour nous. On s'en fiche. À chaque fois, on n'est pas un syndicat caméléon, nous. Donc à chaque fois que... Mais en fait je suis pas là pour parler des autres. Mais nous, ce qui est sûr, c'est que à chaque gouvernance successive, on a combattu, mais on n'a jamais été épaulé par un parti tel qu'il soit. On est resté... Est-ce qu'il y a le syndicat qui est chouchou à la mairie? Ah ben oui, bien sûr. Il y a le syndicat patron qui d'ailleurs n'est pas un syndicat patron... dans le sens propre du terme, c'est-à-dire le patron, ça devrait être Michael Delafosse. Là, c'est carrément le syndicat de l'administration, mais c'est leur souci, c'est leur problème. Comment se préparent les élections professionnelles? Elles ont pas été, la campagne n'a pas été super propre par un autre syndicat, mais bon, ça c'est... Il y a eu quoi comme saleté? Il y a un syndicat qui a dénoncé les permanents syndicaux en disant qu'ils travaillaient plus parce qu'ils n'avaient pas de permanent. Bon, c'est un syndicat normalement de lutte, donc on n'a pas trop compris. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que... Si, on est là pour parler de ça. On est là pour dire que les agents
doivent faire la part des choses. Ils doivent faire le bilan des 4 ans passés, de voir qui a le plus combattu, qui les a plus défendus, qui nous on s'est pas soumis une seule fois, ni sous. Alors, parce que je vous rappelle que les 4 ans qui sont passés quand même, il y a 2 ans sous Sorel, 2 ans sous Michael Delafosse. Je sais. Donc ça veut dire que nous, on est resté égal à nous-mêmes sous Sorel. D'ailleurs, je rappelle que ma secrétaire générale, qui est pas là ce soir parce que elle a un gros problème familial, sinon c'est elle qui s'exprimerait. Elle a été sanctionnée sous Sorel d'un blâme, et sous Michael Delafosse, on n'est pas plus estimé. Mais on n'est pas là pour être estimé et aimé ou se faire aimer par le patron. On est là pour dénoncer ce qui n'est pas normal. On est là pour aider la cheville ouvrière, qui sont tous les catégories C qui sont dans la souffrance et qui, je rappelle, gagnent pour la plupart au-dessus du SMIC. S'il n'y avait pas une revalorisation obligatoire dans la fonction publique, les agents qui débutent gagnent au-dessous du SMIC. Quel est le projet social du maire aujourd'hui? Alors, le projet social du maire, en ce qui concerne c'est les agents placés sous son autorité, ben, j'en sais rien. Il y en a pas. Il y en a pas, parce que c'est pas un maire RH. Hein. Il nous a dit qu'il n'était pas un maire RH, qu'il voulait pas s'occuper des problèmes RH et qui mandatait quelqu'un avec qui il avait toute confiance, son directeur général des services. Parti de là, moi, le projet social du maire pour les agents, hormis mettre une prime qui savait s'appeler la prime à l'intéressement collectif, qui est de 300 € brut, ce qui veut dire 232 € net à peu près, une fois par an, au bon petit soldat, celui qui manquera pas. Monsieur le maire ne fait même pas appliquer, ne fait même pas la différence entre quand on est malade pour une gastro ou quand on est en chimio, quoi. On en est là à la mairie de Montpellier. On est sanctionné financièrement de la même façon. Et le dialogue social, alors? Il n'y en a pas. Et pourtant, Delafosse est un maire socialiste. Bah, il a peut-être une autre notion maintenant qu'il est maire et qu'il encadre autant d'agents. Qui dit social, qui dit socialiste, dit social. Bon, je sais pas s'il faut le prendre mot pour mot, parce que c'est pas ça non plus sur d'autres socialistes qui l'ont précédé ou des gens dits de gauche. C'est même pas ça. Je dirais que c'est la sensibilité de chacun, pas la sensibilité politique. Est-ce que le dialogue social s'améliore? Non, parce que quand il s'améliore avec l'adjoint délégué au personnel, pour pas le citer, Michel Assagnan, avec qui on arrive à travailler, à échanger, parce que c'est quelqu'un de respectueux, mais au final, ça aboutit à rien, parce que derrière l'administration, quand on avance avec le politique d'un pas, on recule de 10 avec l'administration. Bon, il se dit que le DGS l'a fait aller plein pouvoir et fait marcher les syndicats à la baguette. Nous, on nous fait pas marcher à la baguette. Personne nous fait marcher à la baguette, et quand on a quelque chose à dénoncer, on le dénonce. Maintenant qu'il y en ait qui se soumettent beaucoup plus facilement, ça c'est certain. Il suffit de lire les comptes rendus de CT pour s'apercevoir qui monte au front et qui accepte et signe tout. Après, c'était aux agents à regarder avant de voter jeudi quels sont les syndicats qui défendent vraiment leurs intérêts sans mettre en avant leurs propres intérêts. On parle de mise en place de punitions collectives en supprimant la fameuse prime de 30%. Oui, alors c'est pas une prime de 30%, c'est-à-dire que le RIFSEP, qui a remplacé le régime indemnitaire, est maintenant assujetti à certaines ponctions dans son IFSE en fonction de l'absentéisme, de la manière de servir. En fait, les bons petits soldats auront plus, c'est une histoire de donner des bons points. Mais ça veut dire aussi que quelqu'un qui va se casser la jambe et qui va manquer un mois, comme c'est un 30e de cette prime-là, ça correspond à carrément l'intégralité de retrait au bout d'un mois d'absence de son RIFSEP, et le RIFSEP est à peu près 30% l'équivalent de la rémunération. Donc c'est énorme et c'est catastrophique pour les agents qui sont des agents de catégorie C qui arrivent déjà pas tous les mois à joindre les deux bouts, quoi. Il y a le problème des étudiants vacataires aussi qui n'ont pas été payés pendant plusieurs mois. Alors là, c'est encore autre chose. Alors, il y a un système de paye et de rémunération pour les vacataires qui fait que, de fait, il faut attendre qu'ils aient fini leurs heures sur le mois. Donc, c'est toujours en décalé d'un mois. Donc, celui qui a travaillé tout le mois de septembre sera payé fin octobre de son salaire de septembre. Sauf que là, au final, ça s'est pas fait. En gros,
En gros, pour faire court, et ce n'est pas un bug informatique, c'est faux parce qu'on a vérifié auprès de la direction de l'informatique, c'est une erreur humaine. Et au final, ces vacataires qui sont pour la plupart étudiants se sont vus payer là cette semaine pour les heures effectuées en septembre, quoi, par exemple. Ce qui veut dire que ça en a mis pas mal dans la détresse. Déjà que c'est des étudiants qui sont déjà dans la détresse. Pour la plupart, ils fréquentent déjà la banque alimentaire. C'est catastrophique et c'est pas la première fois que ça arrive. Autre chose, là, les problèmes dans l'éducation, les ATSEM, là, ils étaient en mois de septembre, là, il y a eu de gros mouvements sociaux. Ça c'est résolu, là, aujourd'hui? Ah non, ça peut pas être résolu parce que lors de l'application des 1607 heures, donc application nationale, qui a été avec suite au rapport du rapport Laurent, qui était à l'époque, c'est lui qui a imposé, ça a tardé. Ça a tardé, mais c'est quelqu'un qui avait déjà tapé sur la table depuis les années Hollande. Donc, ça, là, les collectivités ont été sommées de les mettre en place. Nous, mettre en place les 1607 heures, c'était pas gênant. Ce qui a été gênant, c'est le mode d'application. Et les ASEM, elles ont pris, déjà, elles font 10 heures par jour dans le bruit. C'est un métier plus que pénible. Les enfants sont de plus en plus compliqués. Et au final, on leur a rajouté les TAC, le temps périscolaire du soir. Donc, c'est pas possible. Et en plus... Donc, c'est pas résolu. Non, c'est pas résolu, mais il y a plus que ça. Il y a un problème qui s'est greffé sur ce métier, sur ce corps de métier. C'est-à-dire que l'éducation nationale, par la rectrice, ne remplit pas ses obligations. Donc, dans toutes les écoles où nous avons des agents, des enfants atteints d'handicap lourd, qui nécessitent une AVS qui s'appelle maintenant ALSH, c'est pour ça qu'ils sont accueillis. Donc, il n'est pas question de laisser des enfants sur le bord de la route, mais en ne mettant pas les moyens. Il n'y en a aucune école qui a les AVS, ce qui veut dire que c'est les ASEM qui complètent ce métier aussi. D'accord, on ne va pas trop rentrer dans le détail. Non, mais c'est très très grave parce que ça veut dire que c'est un taux de fatigue, d'épuisement supplémentaire, et ça veut dire aussi que dès lors où les enfants atteints d'handicap n'ont pas cette AVS, et que les ASEM ne peuvent pas être partout, on est sous une forme quand même de maltraitance. Parce qu'accueillir des enfants atteints d'handicap lourd, c'est bien. Ne pas y mettre les moyens derrière, c'est grave. D'accord. Alors, il y a une autre chose là dont on avait parlé il y a quelque temps, là, c'est les dérogations de permutation pour les agents. Voilà. Alors ça, c'est pour les AERS, c'est-à-dire les agents d'entretien d'école et de restauration scolaire, où il y a 2 équipes. Beaucoup s'arrangent entre elles parce qu'il y a une équipe du matin et une équipe du soir. Et jusqu'à présent, elles s'arrangeaient entre elles. Alors justement, en fonction de celle qui est toute seule avec des enfants, ou celui, parce que l'égalité, ça va dans les deux sens, qui est en garde alternée ou autre, qui ne peut pas être à 6h15 le matin à l'école, et ben, il faisait l'après-midi. Et c'est sa collègue qui faisait le matin, il s'arrangeait. Maintenant, la nouvelle directrice déléguée ne veut plus de ça. Elle veut systématiquement une semaine le matin, une semaine l'après-midi. Et ceux qui ne peuvent pas, elle a dit qu'ils n'avaient qu'à pas travailler, notamment même ceux qui ont justement des enfants atteints d'handicap à la maison, qui ont besoin de dérogation pour leur mener à l'IME ou quoi, elle ne veut pas. Voilà. Donc, ça va faire exploser la chose parce que déjà, commencer à 6h15 le matin, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de tram avant 6h. Dans certains quartiers, 6h17. Donc, elles sont obligées de prendre leur véhicule pour celles qui en ont ou d'y aller à pied. Il y a l'insécurité, il y a tout ce qui va avec. Donc, ces horaires-là, ils veulent rien savoir, mais c'est pas du tout social, ça, par contre. Ça pénalise les plus fragiles, les catégories C, les agents de service qui sont là dispo, à nettoyer les locaux, à faire la chauffe pour faire manger les gosses à midi. Ces petites mains, cette cheville ouvrière qu'on ne voit pas et qui font tourner les écoles. D'accord. Alors, il y avait une autre chose aussi. On a parlé là il y a 3-4 mois là des convoyeurs de cantines municipales. Il y a plus de 3-4 mois. Enfin, ou il y a 6 mois, je me souviens plus. Un an, un an et demi. Les convoyeurs de cantines municipales, c'est passé dans le privé. Donc, d'autres services vont passer dans le privé. Alors, ce qui est monnaie courante maintenant, c'est pour les crèches, les DSP. Donc, ce sont des privatisations déguisées. La délégation de services publics, surtout maintenant avec la loi de la transformation, c'est clair. Si Monsieur le maire et sa gouvernance décident que la crèche Thérèse Santis de Serre-Martin passe au privé
en DSP dans quelques mois, de fait, ils récupèrent le personnel, puisque avant, le personnel, quand il y avait une privatisation déguisée comme ça, DSP, avait le choix de soit rester à la ville, soit de basculer à la société repreneuse. Maintenant, ils n'ont plus le choix. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ah ben, ils partent avec la société repreneuse. D'accord. Bon, c'est aussi bien. Donc, Ils sont contents, les gens? Non. Ils sont mieux payés? Ils sont mieux payés? Ça dépend des négociations. Après... C'est vous qui négociez? Ah non, c'est pas nous. On nous laisse bien à l'écart de tout ça. Ceci dit... oui, si ça venait à perdurer ou arriver, on se mobiliserait. Là, Est-ce qu'on peut parler de bien-être ou de mal-être aujourd'hui? Mal-être. Vraiment? Le bien-être n'existe pas dans le langage de l'administration actuelle. C'est, entre guillemets, marche ou crève. Et surtout, alors par contre, on voit arriver une horde de cadres de catégorie A ou A+. Chacun fait son marché dans la réorganisation des pôles et il y a beaucoup de cadres qui arrivent, bien payés, tout ce qu'on veut. Par contre, les petites mains, on les cherche et ça va être un problème à un moment ou un autre. Parce qu'une ville qui fonctionne et qui fonctionne correctement, c'est avec son personnel, mais avant tout avec son personnel de terrain. Celui qui met les mains dans le cambouis. Celui qui va au taf et qui est au contact du public, qui est dans la rue, qui est dans les écoles, dans les crèches, la cheville ouvrière. Est-ce que vous avez déjà interrogé le maire là, sur ces 290 personnes qui sont payées à rien faire chez Alors, elles? on risque pas d'interroger monsieur le maire parce que monsieur le maire ne nous reçoit pas. Il reçoit les organisations syndicales, il nous l'avait dit d'entrée, que 2 fois par an. Voilà. Après, il ne veut pas être maire, comme il dit, RH et s'occuper des problèmes RH. Il paye son directeur général des services pour ça. Voilà. Est-ce que le directeur général des services s'occupe bien de vous? Non, pas du tout, parce qu'il n'aime pas trop les syndicats de la ville de Montpellier. Il nous l'a dit en CT. Il préfère travailler avec les syndicats de la métropole ou d'ailleurs. Donc, on le voit pas non plus. Il vient pas dans nos instances. Il nous envoie son adjointe. Le souci... Est-ce que l'adjointe vous aime bien? C'est quelqu'un... cette dame est pour moi... mais ça, c'est mon sentiment perso, donc c'est un peu compliqué. Mais elle est au moins objective et à l'écoute. Si elle n'entend pas, c'est pas sa faute. C'est que derrière... On nous écoute beaucoup, mais on nous entend pas. Ce qui est la différence avec les autres gouvernances, parce que sous Hélène Mandroux, sous Philippe Sorel, dès qu'il y avait des mouvements sociaux un peu importants, etc., ils nous appelaient, on montait dans leur bureau et on a désamorcé beaucoup de choses comme ça. Que ce soit sur l'un l'autre, mais à l'époque, je me rappelle de l'amiante, etc., avec plein de grosses luttes. Georges Frêche recevait ces organisations syndicales. Il les méprisait pas, ça c'est sûr. Oui, moi je voudrais rajouter que il y a quelque chose, un point commun avec les citoyens, parce que les citoyens savent que le personnel municipal, ils sont avant tout à leur disposition. On est certain, nous, à Force Ouvrière, qu'on rend un service public de qualité. Là, il y a un problème qui se passe, qui va toucher à la fois les citoyens et nous, c'est la vignette critère. Alors, sans rentrer dans un débat politique, nous, il y a nos agents qui sont d'autant plus les plus bas salaires, se demandent, comme dès le mois de juillet prochain, où ils pourront plus utiliser leur voiture, comment ils pourront venir travailler parce qu'ils n'ont pas les moyens d'eux. Est-ce que le maire mettra à disposition une voiture? Alors, justement, ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est que nous, on sait qu'il va y avoir des dérogations pour certaines sociétés privées, etc., ou pour les petits rouleurs, on ne sait pas ce que ça va, c'est Julie Frêche qui l'a annoncé, Madame la vice-présidente au transport. On ne sait pas ce que ça va englober. Ce qu'on sait, c'est que de toute façon, c'est la panique à ce niveau-là, parce que personne n'aura les moyens d'acheter des voitures, d'autres voitures, et que pour aller travailler dans une école le matin à 6h15, il faut avoir un véhicule. Et ça, c'est la panique, alors que tous les véhicules de la ville, qui appartiennent à la ville, et qui servent de véhicules de service toute la journée, même s'ils ont 20 ans, ils vont continuer à rouler, parce qu'ils auront droit à la dérogation. Donc les agents comprennent pas pourquoi ils pourraient pas venir avec leur voiture, et qu'arrivés au travail, ils peuvent prendre des véhicules de la ville. Là, par contre, on pense qu'il va y avoir une grosse mobilisation, parce que ça touche tout le monde. D'accord. Voilà. Très Merci. bien. Merci Je vous pour remercie, votre invitation. madame.